Moi, je revendique le principe même de l'utopie, d'abord parce que c'est une riche tradition littéraire qui remonte effectivement à Thomas More en 1516, qui a écrit son livre sur l'utopie et qui finalement, à travers une destination qui n'existe pas, puisque l'utopie c'est le non-lieu, à travers une destination qui n'existe pas, il montre finalement les limites, les apories de la société existante. Voilà, hein, c'est vraiment ça en fait. Il y a un effet miroir avec l'utopie qui permet en réalité de critiquer la société telle qu'elle est. Bon, et moi, mon idée en accolant le mot local à l'utopie, c'était de dire bah, l'utopie, elle peut aussi avoir un volet positif, c'est-à-dire c'est une critique de la société existante, mais c'est aussi une ressource pour transformer cette société. Voilà. Et donc, c'était une sorte de clin d'œil que de dire que le non-lieu pouvait être localisé et que l'utopie pouvait être réalisée. Voilà, c'était ça l'idée de l'utopie locale, c'est-à-dire qu'effectivement, on se situe dans un monde qui advient. Voilà, hein, on est vraiment dans cette idée-là et dans cette relation au temps-là, ce qui explique effectivement qu'on touche à l'imaginaire social, à des formes alternatives de société. Et c'est pour ça que j'évoquais aussi, hein, dans cette relation au temps, des solutions écologiques et solidaires de demain. C'est le sous-titre du livre Utopie locale. Voilà, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une projection, mais d'un monde qui est quelque part déjà là. Hein. Voilà, il y a cette idée de quelque chose qui se construit déjà. C'est ce versant positif de l'utopie dite locale, mais qui en même temps a une visée transformatrice plus large. Voilà. Bah, c'est-à-dire que je pense que les règles, en quelque sorte, ou les dispositions propres à l'économie sociale et solidaire, à savoir les logiques de non-lucrativité, la propriété collective, les mécanismes de coopération, de solidarité, la recherche d'une utilité sociale, l'ensemble de ces principes, finalement, font que l'économie sociale et solidaire a une prédisposition plus forte à l'ancrage territorial. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle a forcément un ancrage territorial plus fort, hein, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'elle coopère nécessairement avec l'ensemble des acteurs locaux, d'abord parce que ces rapports peuvent être faits de conflictualité, ils peuvent aussi être inexistants, bien sûr, mais elle a quand même des prédispositions qui l'y amènent. Pourquoi? Parce qu'elle est engagée dans des processus de coopération. Et parce qu'elle est engagée dans des processus de coopération, c'est-à-dire qu'elle a une ouverture, on va dire, à l'écosystème qui est plus forte, et un souci du bien commun qui est aussi plus forte, hein, plus fort, puisque bah, il n'y a pas le même rapport à la lucrativité, il y a une recherche d'utilité sociale, etc. Eh bien, l'économie sociale et solidaire, elle vient façonner le territoire finalement, à travers les coopérations qu'elle met en œuvre avec d'autres acteurs sur le territoire, qu'ils soient publics, privés, des citoyens, des consommateurs, enfin ça dépend après des activités qui sont développées aussi. Eh bien, elle va avoir le souci effectivement de construire le bien commun autrement sur ce territoire et donc de fabriquer le territoire. Parce que le territoire, pour conclure là-dessus, le territoire, il peut avoir bien sûr une existence administrative, c'est-à-dire c'est la commune, la CDC, etc. On peut avoir une appréhension aussi socio-économique du territoire, le bassin d'emploi, etc., mais avec l'idée finalement de réalités objectives. Mais en réalité, le territoire, c'est d'abord un construit social, c'est-à-dire que ce sont des rapports, des interactions entre les acteurs qui font territoire. Voilà. Et donc, pour cette raison-là, l'ESS, à travers ces processus de coopération, fabrique le territoire. Bah, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire que, il y a une réalité, territoriale aujourd'hui qui est que, alors certains sociologues ont parlé notamment de la mythologie CAM, c'est-à-dire, la mythologie, compétitivité, attractivité, métropolisation, et puis j'ai oublié le E, à quoi il peut signifier, ce dont il signifie. Mais en tout cas, il y a cette idée que les territoires, effectivement, sont mis en concurrence les uns avec les autres, hein. C'est-à-dire qu'ils doivent être attractifs, hein. On parle beaucoup du marketing ou de l'attractivité territoriale, et donc effectivement, les investissements productifs, par exemple, se situent dans certains territoires plutôt que dans d'autres. Voilà, donc hein, ce qui explique aussi que, derrière, eh bien, parce qu'il y a moins de population sur ces territoires, les services publics ferment, et cetera, et cetera. Donc il y a des phénomènes de déclin, en fait, qui peuvent s'opérer, de moindre attractivité avec effectivement des acteurs économiques qui n'y trouvent pas un marché aussi, que ce soit en ressources humaines s'ils veulent produire ou bien en consommation s'ils veulent vendre.
Donc c'est vrai qu'il y a une problématique de ce type et donc forcément, face à cela, on a des mécanismes qui se créent avec l'économie sociale et solidaire, puisqu'elle, elle n'a pas le même rapport, ce que j'évoquais tout à l'heure, à la lucrativité. Donc nécessairement, elle a, des prédispositions plus fortes à aller sur des territoires, fragiles, et à créer, de nouveaux services, de nouvelles possibilités. Je prendrai, prendre quelques exemples. Vous avez par exemple une boulangerie coopérative qui a eu les honneurs du monde il y a quelques jours à Uzès, qui s'est créée à Uzès. Donc là, c'était l'absence de boulangerie. Bah, on va faire une boulangerie coopérative, effectivement, avec les habitants. Donc là, c'est les habitants qui finalement se prennent en charge eux-mêmes et créent des services. On le voit également à travers le développement de nombreux tiers-lieux, hein, voilà, parce qu'il y a besoin aussi de trouver des modèles économiques et donc on mixe des activités, on hybride des activités différentes pour trouver un équilibre, tout en ayant des pôles de services qui se constituent, sur les territoires. Vous pouvez prendre le cas d'une SIC, qui s'appelle, Village Vivant, qui est née, me semble-t-il dans la Drôme, si je ne fais pas d'erreur, et qui, essaye effectivement de reconstituer des commerces dans les territoires où ces commerces s'en vont. Voilà. Donc là, je prends quelques exemples, vous voyez, qui sont liés à de la revitalisation territoriale, où l'économie sociale et solidaire joue un rôle majeur. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet fort, je pense, de lien entre les logiques d'aménagement du territoire et de revitalisation avec l'économie sociale et solidaire qui constitue d'évidence une ressource pour reconstituer des services au niveau local. Il y a souvent déjà, enfin, il y a quand même il y a souvent un levier qui tient à l'héritage, c'est-à-dire en fait à un capital social déjà constitué. C'est-à-dire que si vous avez des réseaux de sociabilité, des gens qui se connaissent, qui ont confiance les uns en les autres et qui du coup ont une prédisposition à coopérer plus forte, forcément, c'est vrai que ça va s'y retrouver nécessairement. À Tarnos, typiquement, vous avez des ouvriers, par exemple, qui ont mené des luttes contre des fermetures d'usines et des choses comme ça, qui effectivement ont créé un contexte plus favorable à la coopération. Ce sont des phénomènes comme ça que l'on peut retrouver dans certains territoires, effectivement, parce qu'en fait, ça s'appuie sur une densité de liens sociaux qui existent déjà en réalité. Donc, il y a quand même, ça, c'est quand même un facteur très important. C'est-à-dire s'appuyer finalement sur le lien social en réalité. Ça, c'est quand même la base absolue parce que ça génère de la confiance entre les acteurs et ça leur permet de conduire des projets en commun. Ensuite, il y a un sujet, à mon avis, qui est très important, c'est effectivement l'action publique. Est-ce que l'action publique est là pour venir soutenir ce type de dynamique? Est-ce que elle va créer des systèmes d'accompagnement, d'ingénierie qui vont permettre de susciter les initiatives, de les accompagner? Donc ça suppose d'avoir un écosystème d'acteurs de l'accompagnement. Donc typiquement, il y a les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, les agences d'innovation sociale, les agences de financement de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a différents types d'acteurs qui font un écosystème qui peut venir soutenir et mettre en capacité en réalité et faire monter en compétence les acteurs locaux, faire monter en compétence, puis leur fournir aussi des financements hein, ou aller les aiguiller pour qu'ils aillent les chercher plus exactement. Donc il y a cela avec vraiment un enjeu très fort au niveau de l'ingénierie là-dessus. Et puis, il y a un deuxième niveau, évidemment, qui relève du financement, qui peut se faire à travers soit de la subvention, notamment soit pour de l'amorçage, soit pour du développement hein, en particulier, ou donc là, les régions, hein, notamment, mais en lien avec les intercommunalités, ont un rôle tout à fait majeur. Et puis, il y a un autre enjeu, c'est l'accès au marché public. C'est-à-dire que très souvent, on a des possibilités de développer l'économie sociale et solidaire à travers les marchés publics, c'est-à-dire en faisant en sorte évidemment de diriger, de flécher l'argent sur des acteurs locaux. Alors évidemment, on n'a pas le droit de le faire dans le droit communautaire hein, de manière explicite, mais on peut le faire en faisant du sourcing, en diffusant bien les offres, en faisant en sorte de faire monter en compétence les acteurs pour qu'ils puissent répondre à ces marchés, etc. Voilà. Donc ça, je pense que ça fait partie des deux leviers au-delà de l'écosystème local qui sont très importants. Et pour terminer, vraiment une logique, je pense, parce que vous évoquez les questions d'imaginaire, je pense qu'il est très important de tenir un discours
très proactif aussi en faveur de cette économie de demain, en faveur de ces nouvelles valeurs, c'est-à-dire finalement donner une orientation forte, une orientation politique, c'est déjà un soutien aux acteurs. Parce que quand les acteurs politiques, par exemple, tiennent un discours fort en matière d'économie sociale et solidaire, indiquent que c'est ça l'économie de demain, et bien derrière, vous avez les promoteurs immobiliers, les bailleurs sociaux, les banques, les financeurs, les investisseurs. Vous avez tout l'écosystème finalement qui se met en marche pour accompagner ces dynamiques-là. De manière, voilà, parce que on donne une orientation à la société. Et c'est en ce sens que je crois qu'il est très important aussi de modifier l'imaginaire économique en s'appuyant notamment sur l'économie sociale et solidaire. C'est pas densité de liens sociaux, c'est pas densité de population. C'est pas, au contraire, en ruralité, vous avez souvent des gens qui se connaissent, hein, alors que face à l'anonymat des villes, précisément. Les villes sont souvent des espaces, en réalité, vous avez une forte densité de population, mais personne ne se connaît. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas leurs voisins de palier, hein. C'est souvent ce qu'on observe. Il y a un phénomène d'individualisation, d'atomisation qui est très fort en ville, justement, et d'isolement aussi social, et qui peut être très fort en ville. Il peut être fort en ruralité pour des questions de mobilité, évidemment, mais il peut être fort aussi, en réalité, dans l'espace urbain, hein, du fait de cette anonymisation liée aux grandes villes. Voilà. Donc, je crois qu'il faut se dire aussi que la ruralité, c'est aussi l'espace de la proximité où on se connaît, hein, et où on se connaît, où il peut y avoir évidemment des conflits, y compris hérités, de génération en génération, etc., parce que ça manque de brassage, mais il peut y avoir aussi des prédispositions à coopérer et de la confiance qui émanent de cela. Voilà. Donc je crois qu'au contraire, la ruralité est un espace qui peut être assez fécond pour des initiatives, hein. Mais dès lors qu'elle a une vision, c'est en ce sens qu'il y a un enjeu d'imaginaire, et je vous rejoins assez là-dessus, c'est-à-dire, le problème, c'est qu'on a souvent une vision de la ruralité, c'est le territoire qu'on abandonne, quoi, hein. Parfois, on a cette vision-là, parce que c'est une vision qui est véhiculée par quelques technocrates parisiens pour aller vite. Et c'est vrai que je pense qu'il faut plutôt avoir une vision de la ruralité comme un espace de ressources et de réinvention de mode de vie. Voilà. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui des territoires qui peuvent aussi attirer. On le voit, suite à la pandémie, il y a eu des mouvements, pas très importants, mais quand même, ils existent et ils sont plutôt durables, de retour vers les campagnes, hein. On constate effectivement des phénomènes de ce type, liés aussi évidemment au prix de l'immobilier en milieu urbain, mais aussi liés à des aspirations nouvelles, de nouveaux modes de vie. Voilà. Donc, je pense que très important aussi de se dire que la ruralité a des ressources, et y compris, évidemment, bon, pour le coup, en termes de lien social. Oui, oui, oui. Alors, de l'ordre de la lutte, oui. En dehors de la puissance publique, oui. Là, je suis en train de lire un ouvrage de Anne-Catherine Wagner, qui est une sociologue du CNRS, qui a écrit sur les scopes. Et elle montre, par exemple, elle parle de Scopti, hein, donc près de à Géminos, près de Marseille. Donc c'est une usine de thé, en fait, hein, fabrique de thé, et qui devait fermer en raison enfin de choix d'une multinationale. Et les ouvriers se sont mis en lutte pour arriver finalement à récupérer l'entreprise et l'ont transformée en scope. Donc ça, la lutte, effectivement, peut se produire. Elle va souvent aller chercher des appuis politiques, mais je veux dire, elle démarre en dehors de la politique. Voilà, c'est une politisation en réalité d'une lutte sociale. Voilà, donc ça, c'est des phénomènes qu'on retrouve. Donc je vous prends cet exemple parce que là, je l'ai en tête, mais on pourrait en trouver de nombreux. Après, sur la question des crises, oui, il y a un livre qui va bientôt paraître d'un immense économiste qui est Robert Boyer, qui est l'un des pères fondateurs de l'école de la régulation, donc en sciences économiques. Et Robert Boyer fait un livre là sur l'économie sociale et solidaire qui devrait paraître en fin d'année, dans lequel justement il développe cette idée qu'au fond, l'économie sociale et solidaire a du mal à s'ériger en alternative globale entre le marché et l'État. D'abord parce qu'en fait, effectivement, elle naît des crises, et puis ensuite parce que elle a besoin effectivement très souvent du soutien de l'État. Donc moi, ma conviction, c'est que bien sûr, l'économie sociale et solidaire peut se créer contre les pouvoirs publics, hein, et ça, d'ailleurs, ça s'est fait au XIXe siècle, elle a été réprimée par l'État assez largement, et elle s'est construite beaucoup contre l'État en réalité au démarrage. Mais je crois qu'avec l'ascension de l'État-providence, elle doit aujourd'hui être un appui justement à la recomposition de l'État-providence, à sa réinvention. Et donc, moi, je plaide plutôt pour l'idée qu'il y ait des partenariats publics ESS qui se développent plus largement,
Voilà, pour qu'on fasse d'une crise une opportunité. Voilà. Effectivement, ça naît le plus souvent au moment de crise. Ça, c'est ce qu'établit notamment l'école de la régulation avec Robert Boyer là, dans son prochain livre. Mais bon, là, il faut se dire aussi qu'on est dans une crise qui va durer, c'est-à-dire qu'on est dans un changement de modèle assez radical, hein. Tout le monde aujourd'hui s'en rend compte, hein, même les entreprises conventionnelles. Donc même là, il y a quelques jours, le président de la République a annoncé la fin de l'abondance. On est d'évidence dans un changement de modèle et pour cette raison-là, effectivement, l'ESS pourrait ne pas, je dirais, s'éteindre à la fin de la crise. Parce qu'en fait, la crise, ça va être un changement de modèle et donc elle est appelée à durer et pour cette raison, l'économie sociale et solidaire peut espérer prospérer et inventer un nouveau modèle de développement à l'avenir. Moi, je pense que vous avez une nouvelle génération de l'ESS qui émerge particulièrement depuis les années 2000, hein. Il y avait bien sûr des précurseurs, des pionniers, hein, il y a toujours eu, mais enfin, je crois qu'il y a une amplification qui s'opère depuis les années 2000, y compris parce que, alors c'est un mouvement qui se nourrit, hein, entre la poule et l'œuf, bon, mais en tout cas, il y a aussi beaucoup de collectivités locales qui commencent à développer des politiques ESS depuis les années 2000, hein, avec des délégations, et cetera. Ça datait aussi un peu d'avant, mais en réalité, ça s'est amplifié à partir des années 2000 et pour cette raison, vous avez une nouvelle génération de l'ESS qui justement se développe sur les territoires. C'est de ça dont je parle plus particulièrement dans les utopies locales et pas effectivement de la génération antérieure, c'est-à-dire plus instituée, de l'ESS. Je pense que les 2 en réalité sont, très convergents, puisque très souvent, cette nouvelle génération de l'ESS en réalité, bénéficie, du soutien, de l'ancienne génération ou de l'économie sociale plus établie, plus instituée. Je vais, citer quelques exemples, notamment à travers les fondations. Je veux dire, vous avez beaucoup de fondations aujourd'hui de l'économie sociale et solidaire qui viennent financer, hein, ce type d'alternative. On voit par exemple la Massif soutenir beaucoup tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire. On voit la Fondation Crédit Coopératif évidemment soutenir beaucoup d'acteurs sur les territoires. Donc je citerai cet exemple-là, mais je citerai aussi des partenariats qui peuvent se mettre en œuvre. Vous avez une grande mutuelle par exemple qui s'est créée, qui compte 10 millions, une UMG plus exactement, qui compte 10 millions de bénéficiaires, qui s'appelle le groupe Vive. Donc, c'est le plus gros groupe mutualiste, hein, en France aujourd'hui, qui regroupe en particulier la MGN, donc le pôle, on va dire, de la fonction publique des mutuelles, et puis le pôle qui représentait plutôt les entreprises, c'est-à-dire Harmonie Mutuelle et puis d'autres, qui se sont regroupés donc dans ce grand groupe mutualiste. Et eux, ils ont créé une branche qui s'appelle Vive 3. Et dans cette branche Vive 3, en fait, vous allez trouver des fondations, des associations, des ESH aussi, c'est-à-dire beaucoup de bailleurs sociaux. Et donc là, vous avez, même si eux, ils ne sont pas tout à fait dans l'ESS, ils sont, on va dire, à la frontière. Et donc là, vous avez des nouvelles alliances en réalité qui sont en train de se créer pour essayer de réinventer le secteur médico-social notamment, hein, social et médico-social. Donc là, je crois que vous avez typiquement une alliance, hein, forte qui s'opère entre des acteurs qui sont fortement territorialisés et des acteurs qui viennent du monde assurantiel en réalité, hein, les acteurs mutualistes qui sont devenus très gros, hein. Au départ, ce sont des acteurs qui sont nés sur les territoires au 19e siècle, puis qui petit à petit se sont institués et ont profité en réalité de l'ascension de l'État-providence pour s'institutionnaliser. Bon, ben aujourd'hui, ils se retournent vers les territoires et ils essayent effectivement d'accompagner ces dynamiques émergentes. Donc moi, je pense que c'est très important. Certes, l'ESS est très hétérogène, c'est ce qui fait sa force, enfin c'est ce qui peut faire sa faiblesse. Et on dit: «Oui, mais dans l'ESS, vous trouvez des acteurs qui ne sont pas du tout vertueux». Oui, bon, d'accord, mais enfin, je veux dire, l'humanité est-elle vertueuse? C'est une question. Donc voilà. Et ensuite, deuxième niveau, pour autant, moi, je pense que ça favorise aussi des alliances de ce type et donc en ce sens, c'est très important, voilà. Moi, je ne serais pas du tout, favorable à exclure des acteurs de l'ESS, mais par contre, d'aller les interroger, d'aller questionner leurs pratiques, d'aller les chercher, ça, c'est très important, voilà. Et ça permet cet espace de débat-là. Je pense qu'il est déjà, largement désirable, parce qu'en fait, ce qui n'est plus désirable, c'est le monde tel qu'il est. Moi, quand j'observe, des phénomènes comme la grande démission, aux États-Unis, hein, qui concernent effectivement, on voit beaucoup de salariés dans cette période post-Covid, démissionner parce qu'ils ne trouvent plus, de sens dans leur métier et ce, à toutes les échelles, hein. Ça va de la caissière de supermarché à, des cadres dans le domaine de la finance, hein. Donc on observe cela avec, une dénonciation de ce que Graeber appelait les bullshit jobs, donc ceux qui sont les emplois qui sont privés de sens. Donc là, vous avez ce phénomène de la grande démission aux États-Unis. On n'observe pas tout à fait le même. On l'observe, on va dire,
à un degré moindre en France, hein, ou dans les pays latins, mais on l'observe très légèrement, mais on l'observe, hein. Il y a des oscillations, on va dire, autour de la grande démission. Mais nous, en France, par exemple, on a eu un phénomène qui, lui, concerne plutôt les jeunes diplômés, qui s'appelle le mouvement de la désertion. Donc, on a vu ça avec le discours des jeunes là d'Agro, d'Agro Paris, et qui disent, ben moi, je ne veux pas servir des grandes multinationales, etc. Et toutes les enquêtes qui se tournent vers les nouvelles générations, vers les jeunes, hein, je pense notamment à l'enquête Nouvelle Vague de l'IFOP qui a été actualisée l'an dernier par Frédéric Dabi et qui en a tiré un essai, qui montre effectivement que les jeunes sont plus attirés par les entreprises locales, par les entreprises de l'ESS. Hein, il y a un sondage, une enquête conduite aussi l'an dernier par la Fondation Jean Jaurès qui montrait ça, eh bien, donc, les jeunes sont attirés en réalité par ces nouveaux modèles parce qu'ils veulent des entreprises qui sont plus en proximité, qui ont des valeurs, qui leur permettent d'avoir des modes de management plus agiles, qui leur permettent de s'engager, qui leur permettent d'avoir des fonctionnements collectifs, de créer des sociabilités avec leurs collègues de travail. Donc, je crois qu'en fait, ce nouveau monde-là, en réalité, est le monde attractif, en fait. Je crois que cette bifurcation, elle est attractive. Et on peut bifurquer sans déserter. Voilà. C'est-à-dire, voilà, ça, c'est très important. C'est-à-dire que je crois que c'est très bien de déserter. On peut décider de déserter, d'aller dans des territoires ruraux, monter des projets de ferme. Bon, il y en a beaucoup. Hein, on peut avoir le sentiment que c'est caricatural, mais ça ne l'est pas, parce qu'en fait, ce sont des phénomènes qu'on retrouve de plus en plus, hein, comme il y avait eu après 68, hein, les néo-ruraux. Eh bien, vous avez ces phénomènes-là, mais moi, je crois qu'il est très important aussi que les jeunes s'engagent effectivement et bifurquent sans déserter. Et je crois que l'économie sociale et solidaire leur fournit des cadres d'action. Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, quand on voit au niveau national, il y a eu, sous le précédent secrétariat d'État à l'ESS, la volonté de relancer les appels à projets des pôles territoriaux de coopération économique. Et en fait, ce qui est apparu dans l'étude diagnostic des précédents pôles territoriaux de coopération économique, hein, qui consiste à faire coopérer sur un même territoire des acteurs de l'ESS, des acteurs privés et des acteurs publics, eh bien, c'est qu'il y avait un défaut de soutien à l'animation. Donc, des coopérations, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, très souvent, il n'y a pas de financement des coopérations. Donc, alors, je dis qu'il n'y a pas de financement des coopérations, c'est vrai et faux à la fois, parce qu'il y a quand même parfois des lignes, hein. Je pense par exemple au département de la Gironde, vous avez une ligne qui vise à financer les coopérations, les mutualisations entre acteurs de l'ESS. C'est une ligne qu'on peut retrouver aussi au niveau régional, bon, mais c'est évidemment largement insuffisant. Et donc, je crois que les acteurs publics ont tout intérêt aujourd'hui à financer le temps dédié à la coopération. Voilà. Donc, c'est ce qui a été fait dans les nouveaux appels à projets PTCE, hein, avec des financements qui ont été construits sur 3 ans par l'État, mais avec l'idée que derrière les collectivités locales puissent pérenniser cela. En tout cas, je crois que ça commence à être identifié par les acteurs publics et effectivement, c'est à eux d'aller faire cela parce qu'on ne peut pas se reposer exclusivement sur des ressources bénévoles, hein, pour faire cela. Il faut aussi de la professionnalisation, c'est important, et donc ça suppose évidemment de financer la coopération. Donc, je crois que ça, il y a une vraie réflexion à mener au niveau des collectivités locales, bien sûr, mais aussi au niveau de l'État, la NCT aussi. Je crois qu'il y a des agences qui commencent à réfléchir à ces sujets-là. Et donc, comment accompagner l'ingénierie, financer l'animation, voilà. Ça, c'est évidemment un des enjeux clés, je crois, de l'action publique. C'est-à-dire, mais ce qui suppose, pour conclure là-dessus, de changer de paradigme de l'action publique, c'est-à-dire de sortir des approches type nouveau management public où finalement on manage par la concurrence, la marchandisation, voilà, les acteurs, mais un management public coopératif où finalement on va plutôt développer des partenariats, soutenir l'émergence de projets, encourager les initiatives des acteurs et pas jouer les donneurs d'ordre. Voilà, donc ça c'est aussi une mutation, je pense, culturelle du système politico-administratif, mais dont on voit quand même des prémices, hein, je crois, de plus en plus, et que l'ESS permet d'accélérer. Pour moi, l'idée fondamentale, et par rapport à ce que je disais aussi sur les aspirations des nouvelles générations, il est très important de projeter l'économie sociale et solidaire comme étant l'économie de demain, c'est-à-dire une économie qui existe déjà, mais qui est appelée à devenir la norme. Voilà, je crois que c'est ça qui est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une économie qui gagne en crédibilité, qui devient sérieuse, mais pour être sérieux, elle n'a pas besoin de mimer les comportements capitalistes, hein. Il suffit effectivement d'épouser les nouvelles aspirations de la société que l'on sonde actuellement
actuellement chez les jeunes en particulier. Voilà. Je crois que c'est ça le message fondamental, c'est qu'effectivement, elle vient fournir des cadres d'action, à ceux qui veulent changer la société pour bifurquer sans déserter.